Bonsoir et merci d'être avec nous sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé aujourd'hui au début d'après-midi à Addis Abeba en prévenance de Sharm el-Sheikh où il vient de participer au sommet des dirigeants arabes qui s'est achevé aujourd'hui en Égypte. Le chef d'État participera au sommet de chefs d'État et de pays du COMESA qui s'ouvre demain dans la capitale éthiopienne. Au cours de ce 26e sommet, dont le thème est promouvoir le commerce interafricain, les chefs d'État des pays membres du COMESA doivent aborder des questions liées à la paix et à la sécurité, ainsi que des dossiers importants sur les conflits actuels dans les pays membres de ce rassemblement. La lutte contre le terrorisme et la coopération de toutes les parties concernées en Afrique restent également à l'ordre du jour. C'était dans les titres, les dirigeants arabes ont clôturé à Sharm el-Sheikh sur les bords de la mer Rouge leur 26e sommet sur une note d'adhésion générale de reconnaissance de la légitimité du président yéménite Abdel Mansour Hadi, de la nécessité de contrer les ingérences iraniennes dans le monde arabe et de la création d'une force militaire arabe capable d'intervenir dans les zones sensibles ou de conflit. Les chefs d'état-major des pays désirant inclure des troupes au sein de cette force se réuniront prochainement. Le 26e sommet de la Ligue arabe a bien évidemment été dominé par l'engagement militaire au Yémen de l'Arabie saoudite et d'une force coalisée d'une dizaine d'autres pays. Ces forces continuent d'ailleurs de mener des frappes aériennes contre le rebelle Houthiyyin et des positions d'unités militaires restées fidèles à l'ancien président Ali Abdallah Salah. Ces raids sont menés sur tous les territoires yéménites. Ils ciblent notamment des centres de commandement, les aviations militaires, le rame de lancement de missiles ou les troupes envoyées par le Houthi vers la frontière saoudienne ou au sud en direction d'Adan. La situation en Syrie, en Irak et en Libye où la lutte contre le terrorisme ont été au centre de débat, tout comme la question palestinienne et la question somalienne. À Sharm el-Sheikh et en marge du 26e sommet de la Ligue arabe, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a eu un entretien avec son homologue somalien Hassan Sheikh Mohamud. La rencontre s'est déroulée dans la suite présidentielle du président djiboutien Sharm el-Sheikh. Cette réunion fait partie des consultations régulières que les deux dirigeants tiennent afin d'échanger leurs informations sur l'évolution de la situation en Somalie. Le président Guelleh avait, au cours de son intervention, évoqué justement cette situation et les efforts menés sur tous les plans sécuritaires, politiques et économiques afin de stabiliser ce pays frère et permettre à toutes les institutions de fonctionner normalement. Dans cette intervention, le chef de l'État avait indiqué que la Somalie connaissait une amélioration de sa situation sécuritaire malgré les actions désespérées des groupes terroristes. Il a également rappelé que Djibouti a envoyé un 2e bataillon en Somalie. Il a informé ses homologues et les souverains des pays membres de la Ligue arabe que la République de Djibouti ne ménageait aucun effort pour que ce pays renoue avec la paix. C'est dans ce sens, a-t-il dit, que nous dispensons les formations pour la police afin qu'elle puisse assurer la sécurité et une paix durable dans ce pays. Les deux dirigeants ont également échangé lors de cet entretien sur l'ordre du jour du prochain sommet du COMESA qui s'ouvre demain à Addis Abeba. Cet entretien s'est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères des deux pays et leurs proches conseillers et collaborateurs. À l'issue de cet entretien, le chef de la diplomatie somalienne, Abdul Samad Omar, a indiqué que cette rencontre fait partie des consultations périodiques
que les deux chefs d'État entretiennent depuis 3 ans. Le ministre somalien des Affaires étrangères a indiqué que cette rencontre a permis de passer en revue les relations entre les deux pays. Le chef de la diplomatie somalienne a évoqué les sacrifices des soldats djiboutiens des 2 bataillons déployés en Somalie. Ces hommes, a-t-il précisé, sont parvenus à sécuriser la région de Beledweyne. Le diplomate somalien a affirmé que les forces djiboutiennes sous mandat de la MISOM ont su déloger les extrémistes du mouvement des Chebab qui occupait auparavant 90% du centre et du sud de la Somalie. Mais aujourd'hui, les terroristes n'occupent que 5% de cette partie du pays. Au Yémen, à présent, poursuit des raids aériens où l'aéroport de Sanaa a été bombardé. Des aviations de la coalition arabe menées par l'Arabie saoudite ont bombardé dans la nuit d'hier à aujourd'hui la piste de l'aéroport de la capitale yéménite, Sanaa, la mettant hors service. Par ailleurs, 15 soldats de la garde républicaine yéménite, fidèles à l'ancien président Ali Abdallah Salah, ont été tués dans un autre raid. Hidaya Mohamed. C'est la première fois qu'ils bombardent la piste de l'aéroport de Sanaa depuis le début jeudi de l'opération militaire de la coalition arabe au Yémen, a déclaré ce dimanche une source aéroportière. Hier, plus de 200 employés de l'ONU, d'ambassades et de sociétés étrangères avaient été évacués de Sanaa par voie aérienne. Par ailleurs, des avions de la coalition ont pris pour cible les QG de la garde républicaine yéménite alliés à la rébellion chiite des Houthis, tuant 15 soldats, a indiqué aujourd'hui une source militaire. Les frappes nocturnes ont touché les sites situés à Soubaha, dans l'ouest de Sanaa, a ajouté cette source. L'hôpital militaire de Sanaa a reçu le corps de 12 soldats ainsi que 18 blessés, a indiqué pour sa part une source médicale. Le Yémen s'est enfoncé dans la guerre ces derniers jours par des avancées de la rébellion chiite et ses alliés vers Aden, deuxième ville du pays dans le sud, et une riposte militaire d'une coalition d'une dizaine de pays arabes venus secourir le président Abdurrabou Mansour Hadi. En effet, la situation au Yémen a son impact sur Djibouti qui commence à accueillir de plus en plus de Yéménites. Il s'agit des diplomates, d'expatriés de Yéménites fortunés qui ont vite réussi à partir, mais on estime que des centaines de personnes peuvent arriver bientôt, notamment les Somaliens réfugiés jusqu'à là au Yémen. Et des actions sont prises afin de se préparer à cet afflux qui risque d'être massif. Une délégation sanitaire conduite par le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Ali Silay, s'est rendu ce matin dans la région d'Obok où des structures d'accueil ont été ménagées. Les premiers, donc, comme vous le voyez sur ces images, réfugiés sont déjà arrivés à Angarou, dans la région côtière d'Obok, où ils ont été accueillis par les autorités de la région, des représentants des différents ministères concernés, notamment celui de l'Intérieur, de la Santé, ainsi que des agents de l'ONARS. Un important dispositif sécuritaire a été mis en place pour accueillir ces réfugiés. Nous savons que cet afflux sera massif et que le gouvernement djiboutien et les autorités de la région d'Obok ont mis en place toutes les dispositions nécessaires afin que l'arrivée de ces réfugiés se passe dans les meilleures conditions. Et pour plus de précisions à ce sujet, au téléphone avec nous en direct depuis Obok, Hassan Dabelé Ahmed, préfet de la région d'Obok. Bonsoir monsieur le préfet. Comment s'est déroulée l'arrivée de ces réfugiés et combien sont-ils environ? Nous avons accueilli pour l'instant une vague de personnes, de 27 personnes, composées essentiellement des femmes et des enfants, pour la plupart. Et comme vous le savez, nous avons déployé une importante dispositif militaire tout au long de cette côte, de cette longue côte, de Godoria à Mouloulé, et qui a intercepté aujourd'hui 4 embarcations fuyant la zone de combat de Mouha et de Mandak. Voilà, donc tout cela a été fait dans une bonne coordination avec tous les services déconcentrés de l'État. À part l'armée, vous pouvez constater l'OIM, l'ONARS, et puis la Croix-Rouge. Et tout cela est fait dans une bonne coordination pour l'instant. Et ces gens-là sont vite amenés à Obok et maintenant se trouvent dans le complexe d'Ar-Rahma, évalué et identifié par le système des interagences qui se sont réunis
le 27 et le 8 mars dans mon bureau et qui auparavant était réuni avec le ministre de l'Intérieur à Djibouti. Est-ce que les dispositifs d'accueil sont-ils suffisants pour contenir tout ce monde? Oui, parce qu'il y a une coordination qui s'est mise en place. Et je rappelle qu'encore que face à cette situation de guerre et d'instabilité, la République de Djibouti, à travers son ministre de l'Intérieur, a réuni toutes les agences des Nations Unies pour connaissant bien sûr la capacité. Mais je rappelle aussi que Djibouti a l'expérience d'accueillir ces réfugiés par le passé. Donc les dispositions au niveau local sont là parce qu'un comité local a été déjà mis en place pour travailler en étroite collaboration avec ces systèmes d'inter-agences. Donc les capacités d'accueil, les nourritures, les hébergements sont déjà prêts et la République de Djibouti est prête et déjà cet après-midi on a réagi et Inch'Allah on va réagir aussi dans le futur. Est-ce qu'on attend, monsieur le préfet, d'autres réfugiés ou sont-ils tous là? Non, parce que certaines personnes interrogées nous ont déjà prévenus et nous ont dit qu'il y a encore des femmes et des hommes qui fuient les zones de combat et qui peuvent encore traverser. Et sans oublier, bien sûr, il faut tenir compte qu'à Aden, il y a un camp de réfugiés de 300 000 réfugiés somaliens et éthiopiens. Donc, c'est une intention particulière qu'il faut prêter et nous sommes prêts à intervenir à tout moment. Et aussi la garde-côte et l'armée la marine est déjà à Rafian pour orienter les futurs arrivants sur les quais d'escale d'Obok. Voilà. Merci pour ces éclairages depuis Obok. C'était le préfet de la région d'Obok. À la une également, le ministère de la Santé, à travers la direction de l'unité de gestion de projet, a organisé un atelier de restitution de l'état d'avancement des acquis des centres de santé communautaires en matière d'amélioration de la qualité des services offerts. Cela suite à la mise en place du projet de financement basé sur la performance soutenue par la Banque mondiale. Était présidé par le secrétaire général M. Ali Silay Abdallah en présence du directeur de l'UGP et du directeur de région de sanitaire, de tous les médecins-chefs de centres de santé de Djibouti et des régions de l'intérieur ainsi que de la société civile. L'objectif de l'atelier était de dégager les principaux constats en termes de points forts et ceux à améliorer dans les centres de santé. Attribuer un bonus de qualité au centre sur la base du score de la qualité des services, émettre des recommandations, la présentation du portail du site internet du projet financement basé sur la performance de Djibouti, qui est un logiciel qui regroupera toutes les données sanitaires et de gestion des structures de santé sur l'ensemble du pays. L'objectif souhaité de ce site est l'utilisation efficiente des données collectées, dissémination et transparence de résultats, faciliter l'étude comparative et la prise de décision. Le projet de financement offre une meilleure transparence dans les soins et une motivation pour les prestataires de santé. La priorité secteur santé reste à maintenir l'amélioration consentie dans les structures de soins, surtout en matière d'offres de services, et à responsabiliser la société civile dans la gestion de leurs centres de santé. Je suis le médecin-chef du centre de santé de Balbala 2. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de participer à la restitution de l'évaluation sur la qualité par rapport au projet du financement basé sur la performance. Nous avons constaté que par rapport au début du projet, les centres de santé ont généralement évolué d'une manière assez correcte et avec une nette amélioration surtout au niveau des résultats. Et bien sûr, nous attendons que cela puisse continuer et puisse avoir bien sûr une répercussion sur l'état de la santé générale de la population de Djibouti.
en particulier en ce qui nous concerne de la région de la capitale, c'est-à-dire Djibouti-Ville. Par ailleurs, bien sûr, nous savons que ce projet consiste à ce que les centres de santé de Djibouti puissent avoir une certaine autonomie pour pouvoir gérer certains petits problèmes et les soucis généralement qu'ils affrontent au quotidien, et par ailleurs, bien sûr, améliorer la qualité des services qu'ils peuvent donner dans leur centre de santé. Également dans l'actualité, la semaine dédiée à la femme djiboutienne a eu lieu aujourd'hui au Palais du Peuple. Une conférence de débat sur le rôle économique de la femme djiboutienne. Cette conférence de débat organisée par le ministère de la Promotion de la Femme et du Planning Familial, chargé de relations avec le Parlement, en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Et c'est sous le patronage de Madame la ministre de la Promotion de la Femme et du Planning Familial, Madame Hasna Barkhat Daoud. Était présent à cette importante conférence débat, outre la ministre de la Promotion de la Femme et du Planning Familial, la ministre déléguée à la Solidarité, celui du Budget, Bodé Ahmed Rablé, ministre du Travail et de la Réforme, Abdi Ahmed Hussein, des parlementaires, la présidente de la Chambre de commerce par intérim, Madame Magda Saïd Ali, la secrétaire générale de l'UNFD, Hawad Jama'ili, des représentants des organisations bilatérales et multilatérales, la présidente de l'Association des femmes entrepreneurs d'Éthiopie, des femmes entrepreneurs djiboutiennes, des étudiantes et étudiants, des jeunes futurs entrepreneurs, ainsi que des nombreux invités. L'objectif majeur de cette conférence était d'engager un débat sur les voies et moyens de renforcer les rôles des femmes et des jeunes au sein de la société. Écoutez la présidente de la Chambre du commerce par intérim, Magda Saïd Ali Koubesh, et la secrétaire générale de l'UNFD, Hawad Jama'ili, pour plus d'éclairage. Si l'on se réfère au rôle des patentes et à la liste des membres de la CCD, elles exercent dans toutes les catégories professionnelles: le transport, le transit et la logistique, l'industrie et les entreprises de construction, l'import-export et la distribution, le secteur agricole, les professions libérales et les nouvelles technologies, etc. Dans notre pays, les femmes bénéficient d'une liberté totale pour entreprendre et exercer l'activité qui leur convient. Il n'existe aucune entrave, que ce soit au niveau réglementaire, culturel ou social, encore moins au niveau moral, qui les empêche de créer leur entreprise ou d'exercer le métier qu'elles souhaitent, ce qui n'est pas le cas dans certains autres pays. Au contraire, et il est important de le mettre en exergue, depuis l'accession à la magistrature suprême de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, le chef de l'État et la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haid, n'ont pas ménagé leurs efforts pour créer un environnement favorable au développement et à l'épanouissement de la femme djiboutienne, afin qu'elle maîtrise son destin et qu'elle participe activement à l'économie du pays. L'UNFD a activement participé à l'élaboration et à la vulgarisation du Code de la famille, au lancement du programme national de l'alphabétisation fonctionnelle et au lancement du programme de microcrédit du projet Fonds social de développement et bien d'autres projets sociaux en faveur de la femme. L'UNFD, à sa tête, son Excellence, Madame la Première Dame, a placé la problématique de l'intégration économique de la femme au cœur de ses priorités. Notre Président n'a-t-il pas souligné en ces termes, je cite, « Quand la femme est active, la pauvreté est passive ». Écoutez la ministre de la Promotion de la Femme et du Planning Familial, chargée de relations avec le Parlement, Hasna Barkhat Daoud, qui s'est dite réjouie de partager les expériences entrepreneuriales avec les femmes djiboutiennes. Aujourd'hui, nous sommes réunis afin de débattre sur le rôle économique des femmes. L'objectif principal de cette conférence est d'engager un débat sur les voies et moyens de renforcer le rôle des femmes et jeunes filles sur le plan économique afin de jouer pleinement leur rôle au sein de la société. Comme vous le savez, cette année, le thème retenu par la communauté internationale pour la célébration de la Journée internationale de la femme est « Autonomisation des femmes, autonomisation de l'humanité, imaginée ». Le choix de ce thème se justifie du fait que 20 ans après Beijing, des progrès considérables ont été accomplis dans de nombreux domaines. Le fait de mettre l'accent sur l'autonomisation des femmes signifie que l'ensemble des parties prenantes sur le plan mondial doivent corroborer leurs efforts afin d'atteindre cet objectif qui, malgré tous les efforts mis en œuvre par les gouvernements et les communautés pour que la femme soit présente dans le paysage économique de son pays,
cet objectif est loin d'être pleinement atteint. Il est clair aujourd'hui que le taux d'activité des femmes a augmenté de façon exponentielle. Si aujourd'hui elles peuvent participer de manière grandissante aux activités économiques du pays, ceci découle notamment de la vision progressiste du chef de l'État et à ce titre, la politique du président de la République qui prône l'intégration de la femme au processus de développement national a servi de déclencheur. Je souligne aussi que le Forum national sur l'emploi et la création d'entreprises, organisé en 2010 sous son haut patronage, a été une bonne occasion d'identifier certaines difficultés auxquelles sont confrontées les femmes pour intégrer pleinement le secteur privé. Par ailleurs, le troisième objectif du millénaire au développement, promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, est particulièrement digne de mention, puisqu'il a été reconnu comme un objectif en soi, ainsi que comme un levier essentiel pour l'atteinte des 7 autres OMD. Les femmes autonomes contribuent, comme le disait tout à l'heure la présidente de la Chambre de commerce, par intérim, les femmes contribuent à la santé, à l'éducation et à la productivité des familles et de la société tout entière. Ainsi, leur autonomisation est une étape cruciale dans l'atteinte des objectifs en matière de développement national, régional et international. Autre nouvelle du pays, la secrétaire d'État chargée de la solidarité nationale, Mme Zahra Youssouf Rayad, accompagnée de ses collaborateurs, a poursuivi hier après-midi sa visite dans la commune de Boulaous en présence du maire de la ville de Djibouti, Hussein Abdellahi Rayad, du président de la commune de Boulaous, Saïd Abdi Ayale, au cité d'Arhiba, au centre de l'UDC. En effet, cette visite s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse et courtoisie où chacun a pu saisir les autorités présentes sur les préoccupations et problèmes que rencontre le quartier afin de trouver des solutions durables. De nombreux responsables ont assisté, dont la députée Fatouma Humed Kamil et la députée Hasna Humed Bilil, le chef du quartier ainsi que les citoyens d'Arhiba. Cette approche permettra d'améliorer d'éventuelles failles des programmes mis en place et permettra une meilleure coordination des aides vers la population en situation de précarité. Les citoyens d'Arhiba, tour à tour, ont pris la parole pour évoquer les problèmes les plus fréquents dans les quartiers, dont il s'agit de pièces d'identité pour les enfants, les espaces de jeu pour les jeunes et la situation des personnes dépourvues d'habitat a été soulevée. Les responsables d'Arhiba ont demandé à ce que le gouvernement trouve une solution rapide. Les autorités ont prêté une oreille attentive aux problèmes rencontrés par les habitants du quartier. Le président de la commune, Saïd Abdellahi Elmi, a rappelé à chacun ses responsabilités et ses devoirs envers le quartier et que les efforts des uns obligent nécessairement l'engagement des autres à renforcer les efforts faits pour le quartier. De sa part, le maire de Djibouti-Ville, Hussein Abdellahi Rayad, a souligné que chaque information survenant de chaque quartier à travers les communes s'en prise en considération et sera réglée dans les plus brefs délais. Le maire a rappelé les objectifs des communes de chaque quartier, s'agissant en effet de l'interconnexion entre les habitants des quartiers et le gouvernement. Pour sa part, la secrétaire d'État à la solidarité nationale, Zahra Youssouf Rayad, a remercié les habitants d'Arhiba pour l'accueil et a souligné l'entière disponibilité du gouvernement et de son ministère afin de faire reculer la pauvreté sous toutes ses formes dans le quartier. Elle a promis que tout sera mis en œuvre afin de surmonter les obstacles et les difficultés quotidiennes de la cité d'Arhiba. Cela passe nécessairement par un dialogue franc et constructif entre le comité de quartier et les autorités concernées, a dit la secrétaire d'État à la solidarité nationale, par un contact permanent fondé sur une approche inclusive et participative. Passons à présent à l'actualité régionale et internationale au Nigeria pour commencer, où les électeurs de quelques 300 bureaux de vote se sont rendus à nouveau aux urnes aujourd'hui après une première journée marquée par des problèmes techniques et des violences au cours de la présidentielle la plus serrée de l'histoire du pays. Le vote a été suspendu dans 300 bureaux sur 150 000 dans tout le Nigeria, a annoncé la commission électorale indépendante. Ali Abdoulaye. Quelques 69 millions d'électeurs en tout. Sur les 173 millions d'habitants du Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, doivent élire le président dans le premier pays producteur de pétrole et la première puissance économique du continent. Le président Goodluck Jonathan, candidat à sa réélection, a voté hier dans son village natal d'Utioke, dans le sud pétrolier majoritairement chrétien, et a lui-même été victime des dysfonctionnements du nouveau système de lecture de cartes électorales biométriques mis en place par l'INEC. Le Congrès
progressiste de l'ancien général Mohamed Bouhari, principal adversaire de Jonathan à la présidentielle, a défendu le nouveau système d'enregistrement durant la campagne électorale, considérant qu'il permettrait d'éviter les fraudes électorales fréquentes au Nigeria. Boko Haram, qui avait menacé de perturber les élections, a tenu parole, bien qu'en perte de vitesse. Le groupe islamiste, qui a fait allégeance à l'organisation État islamique, est soupçonné d'avoir mené plusieurs attaques meurtrières contre des bureaux de vote et des élus locaux. Des hommes armés ont abattu samedi 7 Nigérians dans 4 villages de l'État de Gombe, au nord-ouest, souvent ciblés par les islamistes de Boko Haram par le passé. Dimanche, à nouveau, un important dispositif de sécurité devrait être déployé dès l'aube sur tous les territoires, le Nigeria craignant à la fois de nouveaux attentats islamistes et des violences politiques. Lors des dernières élections en 2011, près d'1 millier de personnes sont mortes lors d'affrontements post-électoraux. La présidentielle de ce week-end est considérée par les commentateurs comme la plus serrée de l'histoire de la démocratie nigériane. Concernant les tractations sur le dossier du nucléaire iranien, les négociateurs font preuve d'optimisme avant de clore ces pourparlers. Les grandes puissances auront négocié frénétiquement à Lausanne pour tenter de parvenir à un accord sur le nucléaire iranien avant la date butoir du 31 mars. Plusieurs négociateurs ont fait preuve hier d'un certain optimisme sur la possibilité de résoudre le dernier problème. Dans un de ces brusques changements de tonalité qui marquent le feuilleton de ces négociations, le négociateur iranien Mohammad Javad a jugé possible que tous les problèmes puissent être résolus. La veille encore, les négociateurs des deux camps avaient fait des tas de discussions très difficiles et de nombreux points de blocage. Je pense que nous avons fait des progrès, a déclaré samedi M. Zarif, tout en exhortant ses partenaires occidentaux à prendre des décisions. Les pays du P5+1, États-Unis, Grande-Bretagne, France, Russie, Chine et Allemagne et l'Iran sont censés aboutir d'ici mardi une entente de principe sur le nucléaire iranien, avant un accord final qui comprendrait tous les détails techniques d'ici le 30 juin. L'objectif de l'accord recherché est d'assurer que l'Iran ne cherchera pas à se doter de la bombe atomique en échange d'une levée de sanctions internationales asphyxiant son économie. Mais la levée des sanctions et la question de la recherche et du développement dans le domaine nucléaire sont les deux principaux sujets qui posent encore problème. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de votre fidélité. Restez avec nous, le programme continue.